Nous sommes de retour sur le plateau de la semaine de l'écho sur France 24 et je suis toujours en compagnie de Laurence Fontaine, historienne et directrice de recherche au CNRS. Avec nous également Maxime Sbahi, directeur général du think tank libéral Génération Libre, et Amaury Guettine, économiste au laboratoire sur les inégalités mondiales au sein de l'École d'économie de Paris. Hors de France aussi, les mouvements de contestation sociale se multiplient. Au Chili, c'est la décision d'augmenter le prix du ticket de métro dans la capitale qui a révélé une crise sociale jamais vue au cours des dernières décennies. Le mouvement de colère s'est transformé en une vague de contestation pour demander une réforme du modèle économique ultralibéral du pays. En Irak, les manifestants protestent notamment contre la corruption de la classe politique, une corruption qui a déjà coûté au pays plus de 400 milliards d'euros en 16 ans. Et les Libanais manifestent aussi contre leur classe politique qu'ils accusent d'avoir mis le pays au bord de la faillite. La montée des inégalités et de la pauvreté sont également au cœur du mouvement. Je vous propose d'écouter ces Chiliens et ces Libanais qui expriment les raisons de leur colère. Assez avec l'inégalité, assez de ce pays appartenant à quelques-uns. Nous avons besoin de dignité. La dignité, un mot qui parle de fraternité, qui parle d'amour, d'appréciation, de rêve, parle de la construction d'une utopie, d'un Chili pour tous. On est dehors depuis un mois et on a compris que personne ne nous écoutait. Non, ça ne sera pas pacifique. Les routes resteront bloquées. Votre Excellence le Président, si une guerre civile éclate, ce sera de votre faute. On ne peut plus continuer comme ça parce que... Qu'est-ce que des mendiants peuvent dire? Nous en sommes arrivés à ce point. Nous sommes vraiment en train de suffoquer. Je dois embrasser sans main et sans pied. Avoir sans contact et emprunter de l'argent pour acheter un cadeau. Pour simplement obtenir un emploi en tant qu'éboueur. Et cela ne fonctionne même pas pour nous. Amaury Guettine, le laboratoire sur les inégalités mondiales auquel vous appartenez a publié donc aussi des études inédites sur la situation au Liban, des chiffres sur le niveau d'inégalité. 1% des plus riches recevraient près du quart de la richesse nationale et surtout ces chiffres-là, les 0,1% les plus riches, soit 3000 personnes recevraient autant que les 50% les plus pauvres de la population. Est-ce que ces chiffres, cette concentration des richesses aux mains de quelques-uns peut contribuer à expliquer ce mouvement de contestation inédit que l'on voit dans le pays ? Oui, alors absolument. Effectivement, le Chili et le Liban partagent une caractéristique commune, c'est que ce sont deux pays qui sont parmi les plus inégalitaires du monde. Comme vous l'avez dit, près d'un quart du revenu national est capté par les 1% les plus riches, et une structure dualiste extrême, dans le sens où les 1% les plus riches ont des revenus comparables en parité de pouvoir d'achat à ceux des Allemands, des Français les plus riches, tandis que lorsqu'on regarde les 50% les plus pauvres, ils ont des revenus moyens comparables aux plus pauvres de Moldavie. Donc cette structure extrême, elle explique partiellement ces manifestations. Et bien sûr, il faut prendre en compte le fait qu'ils ont un autre point en commun, qui est que ils ont commencé suite à la mise en place de nouvelles taxes ou hausses de taxes qui touchent à la consommation. Or, la consommation elle est plus élevée parmi les classes populaires et les classes moyennes. Et donc, ces taxes indirectes, elles touchent avant tout les plus pauvres. Et donc, c'est normal que dans un contexte d'inégalité extrême, lorsqu'on augmente les impôts des plus pauvres, on se retrouve à faire face à des mouvements sociaux comme cela. Finalement, je dirais que la collusion, évidemment, entre les élites économiques et les élites politiques joue un rôle fondamental. Et ça remet en question la démocratie dans ces pays-là. Et il est absolument essentiel qu'il y ait une prise en compte de cette corruption et qu'il y ait, par exemple, une régulation des financements des partis politiques si on veut avoir un vrai système démocratique soutenable et acceptable. Laurence Fontaine, on est face à des situations parfois dans ces pays, que ce soit le Liban ou le Chili, des situations qui durent depuis des années, des décennies ou plus. Qu'est-ce qui fait qu'à un moment donné, un événement, une hausse du prix, par exemple, une hausse voulue du prix du ticket de métro, une taxe finalement annulée sur les communications via WhatsApp et d'autres applications, font que la population se rend compte de toute la situation sociale, économique, politique qui dure depuis des années? En fait, là, il y a deux régimes politiques complètement différents. D'un côté, ce qu'on a vu, c'est le Chili. Le Chili, c'est une démocratie, mais c'est une démocratie qui est poussée par une économie de marché. Or, pratiquement jamais le marché n'a été régulé dans les démocraties, quelles qu'elles soient.
Et le Liban, c'est une économie traditionnelle avec... qui est aussi une économie de marché, traditionnelle, mais économie de marché. C'est une économie traditionnelle. Le pouvoir n'est pas dans les mains de ce que j'appelle une société traditionnelle, une société où les gens appartiennent à des groupes, à des clans, à des religions. Et toute la redistribution se fait au sein de ces inégalités. Ce qui veut dire que dans un cas, les valeurs qui sous-tendent ces sociétés, dans le cas du Chili, c'est la capacité de vivre, d'améliorer son sort, de participer à la vie. Et là, on voit que quand les économies sont trop tendues, les gens ont beau avoir des trésors d'ingéniosité pour grappiller 3 sous ici et là, l'augmentation d'un ticket de métro, c'est juste pas possible. Ils vivent trop tendus. Alors que quand on est dans des pays comme le Liban, on a une aristocratie, entre guillemets, enfin des élites, pour lesquelles l'inégalité est acceptée parce que la redistribution, elle se fait sous la forme de la charité au sein des groupes dans lesquels les individus appartiennent. Mais comme en France, au XVIIIe siècle, cette charité n'y arrive plus. C'est-à-dire qu'ils n'arrivent plus à... On arrive au bout d'un système, donc. On arrive au bout de ce système-là. Et les populations en ont conscience. Elles se rendent compte, avec la globalisation des informations, elles se rendent absolument compte qu'il y a d'autres systèmes. Et elles veulent, en quelque sorte, un système dans lequel c'est l'État qui prend en charge. Justement, l'État qui prend en charge, Maxime Sbailly, on discutait de la situation en France, une redistribution qui existe, qui parfois a failli à sa mission. Au Liban, la redistribution n'existe quasiment pas, en tout cas au niveau de l'État. Est-ce que, quand on a vu ces chiffres des inégalités, c'est dans un pays comme le Liban, l'État qui ne joue pas son rôle et qui explique cette situation-là, un manque de redistribution, un manque d'État? Manifestement, oui, manifestement. Alors moi, je ferai une grande différence quand même entre le Chili et le Liban, parce que c'est des cas très très différents. Sur le Liban, effectivement, c'est un système endogamique qui est fait, un système fermé, confessionnel, pardon, et où la corruption est manifeste et où les inégalités sont effectivement très fortes. Parce que c'est une minorité qui s'accapare, pas seulement les richesses, mais le pouvoir. Et donc qui ne laisse pas la possibilité au reste de la population de s'émanciper économiquement. Et donc quelque part, il y a cette volonté d'avoir aussi accès au marché, à l'économie, et de pouvoir en profiter. Au Chili, c'est assez différent parce que le Chili, moi j'y ai vécu 5 ans au Chili, donc je connais bien, c'est un pays riche. Le taux de pauvreté au Chili est parmi les plus bas d'Amérique latine, il faut le rappeler. C'est un pays qui a quand même fait partie de l'OCDE, c'est le seul pays d'Amérique latine qui fait partie de l'OCDE. Mais les inégalités sont fortes. Alors, les inégalités sont fortes. Je ne suis pas d'accord que ce n'est pas un des pays les plus inégalitaires au monde. Les inégalités existent, mais ce n'est pas un des pays les plus inégalitaires au monde. Le même taux qu'au Liban. On est autour de 23-24%. Si vous regardez par exemple le coefficient de Gini... la richesse entre 1% de la population. Oui, alors, on va laisser juste Amaury Guettine répondre sur les inégalités. Je vous laisse répondre. Non, je voulais juste parler du coefficient de Gini qui s'est amélioré énormément depuis les années 90, donc depuis la fin de la dictature. Et il me semble qu'au Chili, le vrai problème, c'est un problème de concentration économique. C'est-à-dire que vous avez l'économie qui est détenue, enfin en tout cas les grands secteurs... Ce n'est pas des inégalités, la concentration économique? Si vous voulez, c'est une différence. C'est-à-dire que c'est la conséquence de ça, c'est que vous avez des prix qui sont beaucoup plus élevés, vous avez un niveau de vie qui est très très cher, et qui du coup fait que les gens, effectivement, quand vous augmentez un ticket de métro, se sentent rapidement étouffés. Donc, en fait, situation que l'on a aussi au Liban, c'est ce niveau des prix très élevé par rapport au pouvoir d'achat de la population. Sur le Chili, c'est ce qui s'est passé. Et donc, c'est le fait justement d'avoir un manque de concurrence, d'avoir une économie qui n'est pas assez concurrentielle, un marché qui n'est pas assez ouvert à tout le monde, pour permettre à tout le monde d'y accéder et pour permettre au prix de baisser et donc à tout le monde de pouvoir vivre dignement. Le nom Dignidad, le nom qui est mentionné, c'est celui de dignité, c'est de pouvoir vivre dignement. Et donc pour ça, il faut effectivement permettre à tout le monde, par la concurrence, d'accéder à la richesse. Mais c'est pas une économie qui se veut ultralibérale, le Chili? Est-ce que c'est ce modèle a failli? Non, c'est pas une économie ultralibérale. Enfin, je sais pas ce que ça veut dire exactement, ultralibéral ou libéral. Il faut que vous m'expliquiez la différence entre les deux. Mais c'est une économie de marché qui marche plutôt bien. Simplement, les gens ont besoin aujourd'hui d'avoir plus accès à l'économie et accès à une richesse qui est quand même un petit peu trop concentrée dans des secteurs économiques qui, eux, sont accaparés par une élite. Ça, oui, clairement. Amaury Guettine, c'est une définition des inégalités. Vous êtes d'accord au moins sur cette définition-là? Je dirais que déjà, d'une part, le coefficient de Gini, c'est un coefficient que surtout souvent utilisé pour décrire les inégalités, mais en fait, finalement, ça revient à une moyenne, exactement comme vous en parliez. C'est un indicateur unique, synthétique, et qui... Il y a beaucoup d'indicateurs, moi j'en prends un autre. Et aujourd'hui, malheureusement, ce que les nouvelles études montrent, c'est que cette baisse, soi-disant, des inégalités au Chili depuis les années 90 est fortement remise en question par les nouvelles données auxquelles nous avons accès. En fait, cette baisse, elle est fondée uniquement sur des enquêtes faites parmi les ménages. Or, les ménages ont souvent des probabilités plus faibles d'être
de répondre s'ils sont plus riches. Et donc, en fait, on manque complètement les ultra-riches dans ces enquêtes-là. Donc, les combiner avec des données fiscales, c'est-à-dire des données tirées de l'impôt sur le revenu, ont permis de montrer qu'en fait, il n'y a pas eu de baisse d'inégalité au Chili. Au mieux, ce qu'on observe, c'est une stagnation. Et vous êtes d'accord que la pauvreté a été réduite Laurence Fontaine, allez-y. Mais tout dépend de quel type de pauvreté vous parlez. C'est bien de parler des ultra-riches, mais je voudrais quand même, il faudrait aussi parler des plus pauvres et des économies populaires dans tous ces pays en développement. C'est-à-dire que les gens vivent d'une multiplicité de sources de revenus. Et beaucoup d'économies informelles. Énormément d'économies. Où travaillent les femmes énormément, que l'on voit aujourd'hui dans ces mouvements de contestation de plus en plus. Par exemple, je voudrais revenir au tout premier, c'est-à-dire en Tunisie, le jeune colporteur qui s'est suicidé au feu. Immolé par le feu en 2011. Son problème, c'était qu'il voulait vendre. Et on lui interdisait. Et il n'avait pas d'autre choix que d'aller vendre sur les marchés des petites denrées. Donc on a aussi, dans ces pays, comme les pays du Moyen-Orient, toute une population qui a une économie extrêmement compliquée. Et d'une certaine manière, les élites refusent de voir cette complexité et leur rendent tout plus difficile. C'est de demander à des gens de ne pas vendre sous prétexte qu'ils vont faire de la concurrence à un boutiquier alors qu'il n'a pas d'autre moyen de vivre. C'est juste... C'est les élites aussi qui sont à l'origine de ces mouvements. Oui. C'est aussi l'économie informelle qu'on a laissé pendant des années se développer et qu'on n'arrive plus à réguler correctement. C'est-à-dire qu'au départ, est l'économie informelle. Et après, se crée une économie formelle. Et donc, tous les gens qui sont hors des économies... Le marché est un enjeu. Chacun veut se l'approprier. Et donc, tous les gens qui sont chassés des cadres légaux du marché, ils vont dans l'économie informelle. Merci. Ça sera le mot de la fin. On continuera à débattre sans doute dans d'autres émissions de ce sujet passionnant. Merci à toutes et à tous d'avoir suivi cette émission. Je remercie aussi Farah Bouchrak de m'avoir aidé à la préparer. L'info continue sur France 24.